Et pour terminer, ce village startup, c'est Fabrice Marcella, le maire du village qui nous rejoint. Fabrice, bonjour. Bonjour François. Mais quelle bonne mine, Fabrice Marcella. Ravi de te retrouver pour un sujet que tu voulais évoquer avec nous, parce que finalement, les relations entre les startups et les grands groupes, c'est quelque chose que tu vis au quotidien. Oui. Et ça fait quasi 10 ans que tu fais ça, Et finalement, au oui, village. ça ne nous rajeunit pas, parce Mon qu'on a Dieu, démarré que le quasiment temps passe ensemble. vite. C'est vrai, c'est vrai. Il y a Ça fait 8-9 10 ans. Oui. Et tu voulais nous faire un point justement oui, à l'occasion de cet anniversaire. Parce qu'en fait, cette relation startup grand groupe, c'est un peu une relation que je qualifierais du je t'aime moi non plus. Alors je vais m'expliquer, hein, bien sûr. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que bien souvent une startup, lorsqu'elle se construit, tu le sais bien, en fait, elle se construit finalement en rêvant grand et finalement en s'opposant un petit peu au leader d'un secteur. Et en même temps, cette même startup, pour réussir son pari, elle a besoin d'avoir une référence d'un grand groupe, d'avoir du chiffre d'affaires de ce grand groupe, voire d'avoir un investisseur venant de ce grand groupe. Et en face, on a des grands groupes qui, bien sûr, ont conscience de la posture des startups. Ils ne sont pas dupes, ces grands groupes, et en même temps acceptent l'idée de travailler avec chacune d'entre elles. Et donc, en fait, c'est deux philosophies totalement différentes. C'est deux philosophies, quasi à l'opposé. Deux cycles de décision complètement différents. Et donc, il y a 8 ans, il y a 9 ans, quand on a démarré cette aventure-là, la maturité de cette relation, elle n'était pas du tout comme celle qui existe aujourd'hui. Il y a 8 ans, il y a 9 ans, c'était finalement des grands groupes qui avaient un petit peu peur de ces startups. On parlait beaucoup, tu sais, de disruption, d'ubérisation. Tout à fait. En fait, une méfiance de la part des grands groupes. De méfiance, c'est-à-dire que l'approche a été un petit peu différente de celle d'aujourd'hui. On cherchait davantage finalement, quand on est un groupe, à soit ne pas prendre soin finalement de cette startup, surtout voire de les étouffer, bien sûr, parce que c'était des concurrents potentiels. En tout cas, on pouvait les voir comme ça, parce que quand on disait ubérisation, ça voulait dire aussi que finalement... remise en cause d'un modèle d'un qui leadership, pouvait exister depuis des années et des années. Et donc, il y a 9 ans, ici, je faisais beaucoup finalement de safari startup, où ces grands groupes venaient en visite dans le village, à la rencontre des entrepreneurs, mais un peu pour dédiaboliser ce monde-là et de se rendre compte finalement que c'était des femmes et des hommes qui travaillaient assis sur une chaise derrière un bureau. Donc on a eu beaucoup de safari startup. Suite à ça, ces grands groupes, finalement, ont cherché à tout connaître de leur secteur. On faisait, je me souviens, dans cette relation, beaucoup de concours en tout genre pour aller sourcer toutes les startups d'un secteur et permettre à un grand groupe, par exemple, de tout connaître des startups qui se positionnaient sur leur sujet. Ensuite, il y a eu une phase dite de proof of concept. Alors, pour bien comprendre ce qu'est le proof of concept, dit POC, on parlait de POC, c'est en fait cette idée de tester le service d'une startup sans prendre trop de risques. Parce que c'était souvent déconnecté finalement du un peu comme un échantillon. C'est un échantillon, on teste, et normalement ça vise quand même à passer à l'échelle ou passer à l'industrialisation. Évidemment. Mais en fait, on s'est tous transformés il y a quelques années en boîte à POC. C'est-à-dire qu'on faisait des POC pour faire des POC, uniquement finalement pour se rassurer et mieux comprendre comment fonctionnait une startup. Donc on a fait des safaris startup, des concours de startup, des boîtes à POC, et ensuite il y a eu toute l'ère aussi de la construction de fonds d'investissement. Ces grands groupes ont vu ces startups grandir très vite, avoir des valorisations d'ailleurs assez importantes, sans comprendre complètement d'où venait cette valorisation. Et donc ces grands groupes ont aussi souhaité avoir leur propre fonds d'investissement. On appelle ça des corporate venture capitalistes. Ça, c'est arrivé quand, ça ? Ça, c'est arrivé, moi je date ça de 2005-2006. Oui, d'accord. Okay. 2005-2006. 2015-2016. Oui. Donc il y a quoi ? Il y a 6 ans, 7 ans. 6 ans, oui, tout à fait. D'accord. Suite à ça, en fait, dans les grands groupes, les collaborateurs de ces groupes, et notamment souvent les plus talentueux d'entre eux, finalement, demandaient à leur manager de leur proposer également un projet d'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce qu'à force d'expliquer aux collaborateurs des grands groupes combien c'est génial d'être une start-up, ces mêmes collaborateurs souhaitaient aussi vivre ce type d'expérience. Et donc ça date d'il y a 3-4 ans. Et là, on a une très très forte vague autour de ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. Comment on accompagne des collaborateurs qui ont des idées pour améliorer le service au sein de l'entreprise, voire qui ont des idées de business à côté de l'entreprise. Comment on accompagne ces collaborateurs pour leur permettre eux aussi de vivre cette aventure-là et surtout de retenir ces collaborateurs, notamment les plus talentueux, dans l'entreprise plutôt qu'ils ne partent. Il y a une autre évolution là qu'on voit sur l'évolution de cette maturité, c'est ce qu'on appelle des startup studios. Alors je ne sais pas si tu vois ce que c'est, ce sont des grands groupes qui construisent leur propre startup. Et donc là aussi, c'est une autre manière finalement d'aborder ce monde de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Donc voilà comment tout ça a évolué. Et donc cette relation d'aujourd'hui, elle est complètement différente d'il y a 8 ans, d'il y a 9 ans. Les uns et les autres cherchent à collaborer ensemble, à créer des synergies. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est le salon Vivatech, qui est à sa 6e ou 7e édition, j'ai plus en tête. Mi-juin.
Là. Eh bien, c'est le salon qui est porté à la fois par des grands groupes et des startups qui exposeront sur les stands des grands groupes. Donc, on est bien dans cette ligne éditoriale-là. Et comment ça va évoluer tout ça, à ton avis? Comment tu vois ces relations start-up, grands groupes dans les mois et les années qui viennent? Écoute, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est peut-être plus de sélectivité dans la relation entre start-up et grands groupes. L'idée, c'est de moins aller chercher l'ensemble des start-up, plutôt de chercher la collaboration. La perle rare. La perle rare et le passage surtout à l'échelle. C'est comment réussir ce pari-là. Il n'est pas encore complètement réussi aujourd'hui. D'ailleurs, c'est encore notre job actuel. C'est-à-dire voilà comment évolue même notre métier. Notre métier porte davantage aujourd'hui sur la réussite de ce passage à l'échelle que juste de la mise en relation ou de la visite de ce lieu. Voilà, j'aime bien le je t'aime moi non plus. C'est exactement, c'est le je t'aime moi non plus. Ces startups, voilà, une espèce de fascination commune, mais aussi beaucoup de méfiance. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Fabrice. Merci à toi François. Fabrice Marcella, maire du village Baïséa, pour terminer ce village startup. Évidemment, j'étais ravi de vous retrouver. Le mois prochain, on sera de retour avec Jérôme qui reviendra de vacances, en tout cas je le souhaite. Et je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses. Et merci de nous suivre sur la chaîne Tech & Co. À très vite.